Christophe, dit Kiaz, pratique les arts martiaux depuis plus de 30 ans. Sur son parcours martial, il a pratiqué le karaté-do Shotokan, le Wing Chun et bien d'autres disciplines. Mais en 2007, il découvre sa véritable voie, le Bujutsu Hankai, art martial créé par Minoru Akuzawa Sensei. Et grâce à sa passion, son investissement sincère, Christophe est nommé en 2010 Renshi, puis Kyoshi en 2015. Digne représentant de l'art de son sensei, il donne régulièrement des stages partout en France. Il est également l'auteur de 2 ouvrages, dont le premier sur le Bujutsu Hankai. Et tient aussi un blog martial connu, La Quête de Kiaz, avec toujours cette envie de nous faire partager sa passion de l'art martial et du Bujutsu Hankai. Ça. Se tester. Ouais. Bonjour, Christophe Książkiewicz, 49 ans, alias Kiaz, pour ceux qui me connaissent. Alors, je suis né derrière le rideau de fer en Pologne, en 1970. C'était la pleine période de Bruce Lee et des films d'arts martiaux, sauf que en Pologne, comme d'autres pays de l'Est, il y avait ce blocage qui était fait idéologique, que les films arrivaient beaucoup plus tard. Donc moi, j'ai découvert en fait l'univers cinématographique d'arts martiaux en 83, notamment avec l'opération Dragon Bruce Lee qui avait fait du coup une deuxième fureur dans les pays de l'Est, et tous les gamins, comme 10 ans ailleurs, commençaient à s'intéresser en arts martiaux, donc c'était le grand boom et tout. Et le tout premier club d'arts martiaux qui s'est ouvert à Prachka, dans le village où j'habitais, c'était un club de Kyokushinkai, que j'ai commencé à fréquenter quelques semaines juste avant en fait, mon déménagement en France, parce que j'ai suivi mon père qui est venu travailler en France et qui est resté. Et donc du coup, véritablement, toujours cet intérêt, toujours cette passion pour Bruce Lee, qui forcément faisait rêver un gamin, un adolescent, je ne vais pas faire les clichés, mais toujours pareil, un peu maigrichon, un peu compagnie, voilà, quoi, toujours un peu timide, pouvoir être capable de vouloir se battre et tout, ouais, ça passionnait. Donc j'ai eu une petite coupure dans cette période 84-85, quand je suis arrivé en France, notamment par le fait que je ne parlais pas la langue, qu'on déménageait sans cesse pour essayer de trouver du travail et tout. Et je suis arrivé à Villefranche-sur-Saône, où je suis tombé sur un club de karaté Shotokan, qui était le plus répandu à cette époque en France, qui était tenu par mon tout premier professeur de karaté, Mohamed Thomas, que je remercie beaucoup pour la passion qu'il a su me transmettre. Et donc j'ai évolué un peu dans les quartiers populaires, parce qu'en fait, il était d'origine algérienne et tout, donc forcément la plupart des pratiquants étaient d'origine de Maghreb et tout. Donc j'avais plein de connaissances, et j'ai appris en fait le karaté dans les quartiers, voilà quoi, par le karaté Shotokan, que j'ai pratiqué pendant 15 ans. Parce que moi, ça va me perturber ma structure. Le fait que ici, voilà, tu tournes vers l'intérieur, moi, ça me casse mon coude. Donc quand tu baisses... Voilà, la passion, c'était toujours envie de se surpasser, d'être meilleur. Et la rigueur aussi dans le karaté Shotokan, qui est quand même très carré et tout, voilà quoi, qui a poussé à me surpasser. Et du coup, j'ai beaucoup adoré les techniques, les katas. J'aimais bien ce combat qui était quand même assez sportif à ce niveau-là. M'a poussé en fait à continuer à m'intéresser de plus en plus à d'autres arts martiaux, à essayer de découvrir d'autres approches, d'autres pratiques, notamment par tous les livres de Roland Zetzer, dont j'ai fait la collection, par toutes les chroniques de Kenji Tokitsu et d'Henri Play, qui ont enrichi du coup non seulement ma culture martiale, mais aussi ma philosophie, mon approche. Ce qui a fait, c'est que voilà, je commence à m'intéresser à tout, et j'avais toujours envie de continuer, d'avancer dans cette voie. Vous voyez ce contact, toujours le même, toujours la jambe qui avance, qui avance. Il est déjà par terre. Vous avez du coup d'autres possibilités toujours sur un outil de venir de travailler là sur la capacité d'utiliser la compression, d'accord, et la gravité.
Et c'est juste, je rentre dans l'attaque, de l'autre côté. Sur le plan physique, déjà se sentir mieux dans sa peau, avoir confiance en soi, être capable de se dépasser au niveau physique, de se surpasser quelquefois. Au niveau spirituel, ça a permis, avec une approche, on va dire, d'une autre culture, d'une autre philosophie, voire d'autres religions, d'avoir des parallèles avec la sienne. Du coup, ça a permis de nouvelles réflexions, de nouvelles méditations sur soi, sur son être, sur son ego. Et cette, on va dire, cette nourriture, tant physique que spirituelle, en tout cas moi personnellement, m'a nourri pour essayer d'essayer de voir plus loin et sortir on va dire, de ce domaine assez binaire, on va dire, dépassement physique, combat, dépassement physique, combat, pour essayer de se dépasser et de s'améliorer en fait. Là, on ne cherche pas le résultat. Le résultat est une conséquence de ce que je fais moi en fait. Vous voyez un peu le truc ? Je ne cherche pas. C'est comme dans une coupe. Tout ce que je veux, c'est faire le geste. Je ne vais pas chercher à couper. Si mon geste est juste, la coupe sera bonne. Des fois, les accidents de la vie font que on change de pratique, soit on arrête, soit on continue, soit on fait autre chose. Le bouleversement dans ma vie personnelle et professionnelle a fait que j'ai dû m'éloigner de ma vie dans laquelle je pratiquais le karaté. Et du coup, ça m'a permis de me tourner vers d'autres arts, notamment le Wing Chun, dans sa version, on va dire, tendance allemande de Langting, le Wing Chun, que j'ai suivi pendant à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Et du coup, c'était à l'opposé de l'expression corporelle d'un karaté Shotokan, donc j'ai dû reprendre toute la formation corporelle à zéro pour entrer dans le cadre de cette boxe courte de Chine du Sud et voir du coup une autre approche de stratégie de combat et une autre approche de technique et principes d'arts martiaux. Parallèlement à ça, je me suis beaucoup intéressé, parce que c'était la mode à l'époque, toute l'émergence des arts internes, notamment promu par Kenji Tokitsu et par d'autres maîtres asiatiques. Donc j'ai commencé à faire des stages dans tout ce qui était Ikuan et d'autres méthodes qui du coup m'ont permis de voir un autre aspect de pratique, du coup sortir de ce contexte externe de rapport de force, de physique, à plus un côté d'une sensibilité différente, plus vers l'approche interne. Alors je mettrai volontairement de côté l'aspect énergétique qui pourrait être mal compris. Mais voilà, une autre façon de travailler, ça m'a permis de voir une autre facette en fait des arts martiaux. Et à l'époque, bougeant aussi pas mal, parce que voilà, quoi, les accidents à la vie vous fait que mon parcours personnel a été beaucoup chamboulé. Je me suis éloigné par changement d'idéologie par rapport à toutes les fédérations sportives qui en fait ne luttaient que pour de l'argent et essayaient de récupérer un maximum de cotisants. Alors qu'en fait, au lieu d'aider la pratique elle-même, je me suis éloigné pendant 5-6 ans en fait, et j'ai fait une traversée de désert dans laquelle j'ai poussé mes recherches personnelles avec un vain espoir, une illusion de vouloir créer son propre système. Bon, c'est des causes perdues parce que voilà, quoi, on ne s'invente pas maître d'une discipline, voilà, quoi, c'est quelque chose qui se transmet, qui s'apprend, qui se travaille beaucoup. Donc suite à un parcours de ce désert de 5-6 ans, j'ai eu la chance de découvrir à la toute première interview de maître Minoru Kozawa qui est apparu dans la revue Énergie suite à son stage en novembre 2006 à Paris. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, c'était qu'en fait rien ne sert d'apprendre 1000 techniques quand le corps sera prêt, le corps sera la technique. Et j'ai dit là c'est quelque chose de vrai, quelque chose de profond, et j'ai dit dès que j'ai l'occasion j'irai voir cette personne. Et le hasard faisant jamais mal les choses, quelques mois après, maître Kozawa revenait en France pour un stage. Et là, je suis allé. J'ai vu ce qu'il a fait. J'ai vu, pour moi, d'après ma compréhension, ma conception des choses, un génie d'arts martiaux, un dragon invulnérable. C'était un roc quand je l'ai touché. Et j'ai décidé à ce moment-là de le suivre. Et je me plais souvent de raconter ça en anecdote à la fin des stages et tout, dire que quand on avait prêt, le maître arrive. Et je pense qu'à la sortie de ce désert, j'étais prêt, ma coupe était vide. Il était arrivé à ce moment-là, et c'est lui qui a commencé à remplir ma coupe. Et ça fait plus de 12 ans qu'il l'a remplie. Il y a encore de la place, et toujours pas pleine. Et
Je bon espoir que je continue encore comme ça pendant 10-20 ans. À l'époque, il y avait Célia Otamaki qui faisait venir. Pour la première fois, c'était Elba Heinz qui fait du Gaulois qui suit Goudiou. Et donc après, c'est Léo qui avait récupéré parce qu'il y avait aussi l'avantage de la double nationalité, voilà, quoi, parler la langue japonaise et tout, ce qui était intéressant. Qui a essayé donc de développer, de faire revenir un peu plus régulièrement, d'essayer de développer l'école en France parce qu'en même temps, il faisait venir Kirino, Kono aussi, etc. Et tout, voilà, quoi. Donc il développait une dynamique un peu avec des maîtres qui venaient du Japon et tout, qui montrait autre chose qui existait, plus proche des Koryo et tout. Voilà, c'était très intéressant et très dynamique. Déjà à cette époque-là, quoi, tu vois. C'est un compagnon, c'est quelqu'un qui est près de toi et qui te guide dans la bonne voie en t'aidant à éviter de tomber dans le piège de l'ego ou dans la facilité. C'est quelqu'un qui va systématiquement te mettre une marche supplémentaire à gravir, mais qui serait là pour t'aider à le faire. C'est pour ça que pour moi, sensei, parce que c'est comme ça aussi que j'appelle mon maître sensei, parce que c'est beaucoup plus proche, beaucoup plus intime. C'est mon professeur. C'est une relation de deux êtres, du coup, qu'on peut comparer un tout petit peu dans le monde occidental, en fait, à un mentor qui est là, qui t'aide, qui te nourrit et qui t'aide à avancer. Donc un sensei, ouais, c'est un compagnon. Mais c'est un compagnon, un grand frère qui t'aide à avancer avec tout le respect qu'on peut avoir et toute la distance qui peut être au niveau de politesse. Moi, j'ai qu'un seul maître, qu'un seul sensei, parce que le seul maître japonais que j'ai véritablement suivi, c'est Minoru Kozawa. D'une, parce qu'en fait, il y a un feeling qui est passé de notre première rencontre. Sa façon de bouger m'a séduite. Sa gentillesse m'a touché. Et j'ai complètement adhéré à sa philosophie de Bujutsu. Et qui jusqu'à maintenant m'a jamais déçu, m'a toujours nourri, il m'a toujours aidé à me surpasser. Alors, un Honkai, c'est avant toute chose un Bujutsu. Donc, ces principes, c'est tous les principes des anciens Koryu japonais, adaptés pas au goût du jour, mais à la société, à ses contraintes, à la différence des Budo qui sont plus une préservation culturo-historique et avec un répertoire technique non modifiable, puisque du coup, c'est une histoire, une culture qui se transmet. Le Bujutsu, par leur capacité d'adaptation et de combat de lutte à un instant donné, doivent être capables de s'adapter. Donc les principes, c'est tous les anciens principes de formation de corps, de forge de corps, du coup d'alignement, d'expansion, densité, travail des poids, de gravité, font qu'on est capable d'utiliser notre corps d'une manière plus efficiente, plus optimale, et du coup beaucoup plus libre et beaucoup plus spontanée. Donc tous les exercices qui ont été mis en place, codifiés parce qu'ils existent partout ailleurs, par Akuzawa Sensei, tendent en fait à réaligner, assembler, unifier le corps et le cœur avec l'esprit, afin de rendre le corps donc capable d'exprimer toute sa puissance en fait, interne. Et toute la formation de base en Honkai passe d'abord par les Tenren, qui sont une forge de corps solo, avant de passer donc au Kunren, les formes de corps, on commence à travailler à deux. Et la philosophie d'un Honkai, c'est de toujours se mettre en harmonie avec l'autre. Jamais lutter contre, mais toujours être avec. Là ici, ce qu'on aborde, c'est la notion de glisser. Glisser, glisser. Glisser, glisser, je me rapproche. Et là, boum, boum, boum. Glisser, je me rapproche. Et avec tout ce que je peux faire. Glisser, glisser. Hein? À chaque fois, je viens et je glisse. C'est des trucs, en fait.
Voilà. Et je glisse. Et je tape. Ça, toutes ces notions, même si ça vient. Et glisser. Bam. Terminé. En tout cas, à mon niveau propre, l'épanouissement personnel, une confiance qui s'accroît au fil des ans quand on s'aperçoit que finalement, sans en avoir fixé d'objectifs au préalable, le corps change, le corps évolue, qu'on est capable de faire des choses ou d'exprimer des choses au niveau corporel, au niveau technique, qu'on ne croyait pas possible auparavant. Ça donne une joie, un enthousiasme plus décuplé en disant « Waouh, si au bout de quelques années j'arrive à faire ça, mais qu'est-ce que je ferai dans 10 ans ?» Là où quelque part, alors effectivement, la compréhension, la limite, on va dire des maîtres qu'on pouvait lire dans les revues par des personnes que j'ai citées au préalable, on se disait « Ah waouh, ça c'est le sommet !» Finalement, quand on commence à s'approcher de ça, on se dit « Ah ben non, c'était pas le sommet !» Le sommet est encore beaucoup plus haut, et ça, c'est à la portée de tout le monde, à condition d'avoir un bon guide, un bon compagnon, un bon sensei, qui nous accompagne, qui nous explique les choses. Parce que quand on a compris ce qu'on doit faire, quels sont les principes, on est capable de les intégrer, du coup, de les intérioriser et de s'exprimer au travers. Deux, ça bloque. Tu as senti? Ouais. Et pourtant, tu te posais. Ah, je suis pris. Parce qu'en fait, j'ai lâché plus la gravité. Quand je vois, parce qu'en fait, il y a toujours des signes. Quand je vois que la personne, rien que dans les yeux, ça se voit, elle va dire « Ah, les tensions dans les bras, parce qu'il se prépare à se bloquer. » Vous voyez, c'est toute la lecture corporelle qu'on peut savoir dans les arts martiaux. C'est que je sais qu'il prépare un truc. Ah, il bloque. Même s'il veut, moi, ça n'arrête même pas ma vitesse. Je sais ce qui se passe. La lecture corporelle au travers des avant-bras, c'est pour ça que la connexion est importante au travers de l'aliment. Ah, c'est l'encontre avec Akuzawa. C'était, je me rappelle toujours, je l'avais touché sur sa poitrine, et du coup j'ai fait comme ça, alors qu'en fait il fait 1m65, il est plus petit que moi, et c'est en touchant, j'ai senti l'immensité du personnage. Et c'est quelque chose qui te marque pour la vie. C'est vrai, c'est mon plus beau souvenir. J'ai écrit une introduction au Bujutsu Honkai pour essayer d'expliquer les principes, la genèse, la philosophie de la Honkai, et dans laquelle en fait je décortique tous les tanrens et kunren d'école pour essayer d'éviter les erreurs et les pièges de pratique qu'on peut voir et essayer de singer au travers des vidéos. Et en même temps, il y a plusieurs interviews avec Akuzawa Sensei qui datent de plusieurs années, et les plus récentes qui permettent aussi de voir son évolution. Donc, ouais, si vous voulez découvrir ce que c'est que la Honkai, venez voir Sensei, commencez par lire le livre. D'abord, au travers de la forge de corps, on reconditionne au niveau corporel son corps, on apprend qu'est-ce que c'est que la structure, qu'est-ce que c'est que les aliments, les connexions. Du coup, on commence à mettre les principes, on va dire, plus internes, énergétiques en place, à savoir la verticalité, les alignements, la notion des trois tandens. Du coup, qu'est-ce que c'est que la gravité, comment on utilise son poids, comment on travaille au niveau de la compression, tout en gardant la connexion et la liaison avec le partenaire, pour progressivement amener ça en crescendo, à une meilleure acceptation, on va dire, de ces capacités corporelles qui sont en nous tous, mais dont on ignore des fois la façon dont les utiliser, parce qu'on se borne et on se cache toujours derrière un répertoire technique. Alors, effectivement, plus on s'exerce dans le répertoire technique, meilleur on est, mais ça reste toujours que de la technique, aussi bonne soit-elle. Si on va aller au-delà, parce que plus l'âge augmente, ben moins la force est là, plus la vitesse diminue, et du coup, il faut qu'on compense avec les principes, on va dire, internes pour pallier à ces, on va dire, à ces faiblesses qui arrivent progressivement, ou, à contrario, pour des femmes qui sont plus faibles physiquement, ça va utiliser autre chose que la force brute qu'elles n'ont pas,
pour pouvoir soit se défendre, soit essayer des fois même attaquer quelqu'un qui est plus fort parce que c'est nécessaire. Vous avez un gamin qui est derrière et tout, surtout si c'est le vôtre. Là, il faut rentrer, mais pas rentrer stupidement, mais aussi intelligemment, parce qu'il faut non seulement le préserver lui, mais aussi vous, parce qu'il a besoin de vous. Vous voyez, voilà. C'est pas l'apanage des hommes qui sont prêts à sacrifier en disant c'est bon, il va m'occuper, elles vont se sauver. Les mères, c'est pas pareil. Donc, vous voyez, c'est un tout petit peu la logique comment dire, des bujutsu. Et c'est là-dessus aussi que j'insiste un peu, c'est que pour Akuzawa, Aonkai est une vision des bujutsu. C'est pour ça qu'on dit bujutsu Aonkai. C'est la vision d'Akuzawa du bujutsu qu'il a retranscrit dans la Honkai. C'est sa vision propre. Venez découvrir la Honkai, c'est génial. Merci Julien. Merci.